Hello Et très belle bonne année 2026. On est là. Eh bien écoutez, nouvel épisode. Nouveau concept. Eh oui, fallait bien qu'on s'y mette, hein. C'est pas facile, hein. Ouais. Là, de s'y remettre la nouvelle année. Enfin, déjà, les podcasts, c'était intense. Oui. Du coup, là, on a eu du mal à s'y remettre. Et on y est. Et on y est. Eh Voilà, on est encore en janvier, donc tout est bon. On reprend l'année du bon C'est pied. ça. Et donc mercredi, premier épisode depuis presque un mois. Hein. Un mois de pause. Ouais, Ça nous a fait du bien. Un mois nécessaire, ah oui. J'aurais pas eu le temps de le faire avant. Non. Puis on a tout repensé, le concept, parce que les podcasts c'était trop bien, on a adoré, et je crois que vous aussi, mais on avait envie de changer, parce qu'on commençait à s'épuiser avec nos mots qu'on adorait, mais au final on commençait à avoir fait le tour, et du coup avec Laure on a eu une super idée. Eh oui, donc on va se poser des questions maintenant, et des questions assez larges, pour qu'on puisse vraiment en parler de fond en comble ensemble, avec ce qui nous inspire, et cette fois-ci il n'y a pas de préparation. Ah non. Comme ça c'est plus C'est naturel. du one shot, c'est comme les podcasts, mais là on n'a pas de timing quoi. Non. Là on parle tant qu'on a envie de parler. Il y aura des épisodes courts, des épisodes longs, voilà. On est au content quoi. Ouais. Voilà. Je pense que ça me paraît bien pour cette petite intro. Donc du coup j'ai préparé une super roue pour savoir quelle question sera la première à laquelle on va répondre. T'es prête ? Je démarre. J'adore le bruit. Alors... Ok, alors... Est-ce qu'on crée pour se comprendre ou pour se fuir ? Oh waouh. Rien que ça. Ok. Est-ce qu'on crée pour se comprendre ou pour se fuir ? Un peu des deux, hein. Oh. Un peu des deux. Parce que moi, quand je crée, à la base, c'est vraiment pour le contraire de me fuir finalement, parce que j'entre dans mon moi. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu commences à créer, en tout cas moi, dans mon point de vue, quand j'ai commencé à créer, c'était vraiment la redécouverte de la créativité, la découverte de ma personne, de qui j'étais dans la création, que qui j'étais au profond de moi-même. Ça m'a ouverte aussi au développement personnel, etc. Mais plus tu crées et plus tu veux en faire un business, et là, cette fois-ci, ça peut nous poser des questions et finalement finir par se fuir, par vouloir ressembler à d'autres créateurs et ne plus se ressembler à soi. Ouais. Oui, carrément. Ouais. Là, ça, je ressens aussi. Moi, comme toi, assez ambivalent en fait ce thème. Dans le sens où la création c'est vraiment une exploration de soi, il y a plein d'artistes qui se découvrent, qui découvrent des choses d'eux, etc. Grâce à la création, grâce à toute leur créativité en général. Mais pour moi aussi, c'est vrai qu'on peut se perdre, notamment une question tout simplement à laquelle on est sujet toutes les deux, mais de la temporalité. Enfin, la création prend énormément de temps. Et il y a une grosse partie de création invisible qui est toute la partie de préparation en amont et tout que plein de gens ne voient pas dans le fond. Et en fait, l'artiste, il y a des artistes très intuitifs qui vont jeter l'encre sur la toile et dire go, on y va comme ça. Mais la plupart ont un concept qui a été réfléchi longtemps en amont, que ça soit dans la création de contenu, on le voit aussi dans nos quotidiens, etc. On travaille avec des briefs, tout est rédigé en amont, des scripts, rien n'est laissé au hasard. Donc en fait, la créativité, elle existe dans la plupart des cas en étant bridée et temporalisée, mais en même temps c'est extrêmement chronophage parce que tout le temps la même chose. À la fois c'est tout le temps la même chose et en même temps c'est chronophage et du coup on peut carrément s'oublier soi. C'est tellement prenant que tu vois, c'est pas comme un travail que tu fais comme ça. Là c'est prenant. Du coup tu peux même quand tu crées oublier tes besoins personnels, de manger, de boire, d'aller aux toilettes. Tellement je pense que ça on est sujet de toutes les deux, mais tellement on est dans ce qu'on fait en fait. Et on voit pas le temps passer, ça c'est certain, mais c'est bien, c'est que c'est un rapport à la passion aussi. Dans tout ça, c'est la passion qui agit en nous. Mais du coup c'est vrai que pour moi la créativité c'est à la fois se perdre soi dans la temporalité. Alors j'ai pas trop évoqué le côté se perdre soi
dans dans la fuite, etc. C'est plus je pense que nous deux ce qu'on est le plus sujet, c'est on est happé en fait et le temps, on a du mal à, c'est toujours notre rapport à, faut être productif, et la créativité, c'est pour moi l'inverse de la productivité. Sauf que quand on fait des métiers créatifs, c'est cette ambivalence de il y a une certaine productivité sur deux tableaux, à mettre en place en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est plus sur ce point-là où moi j'ai du mal, mais c'est vrai que, je sais pas si tu veux parler de ça, mais de la fuite, je pense que ça peut exister aussi dans la créativité. J'y suis pas sujette, mais si tu veux en parler. Et parce que du coup, il faudra définir la fuite, mais aussi se comprendre. Parce que moi, je sais que créer, j'ai passé 20 ans, 25 ans, 24 ans de ma vie, on va dire, à m'empêcher d'avoir cet aspect de moi et de le cacher sous le tapis, en gros, parce que c'était pas rationnel, parce que c'était pas lucratif et parce que la vie, c'était pas réaliser ses rêves. Oui. Et donc du coup, pendant... C'est un rêve d'enfant, limite. Ouais, voilà, c'est ça. Pendant 24 ans, on m'a empêché de créer, la vie m'a empêché de créer. Et quand j'ai décidé de m'y mettre et d'essayer d'en faire un métier, c'est vrai que je me suis redécouvert. Et donc du coup, clairement, la créativité aujourd'hui, ça permet de me comprendre. Mais c'est vrai que quand on rentre dedans, on se rend compte qu'il y a des failles et que oui, ça amène aussi à une fuite à plusieurs moments, quoi. Ça fait peur en fait. La créativité fait peur. Et surtout les métiers où c'est créatif, en fait, le truc c'est que ça dépend uniquement de toi. Si jamais demain t'as plus d'inspi, tu peux plus travailler en fait. Ça. Et le problème, c'est que l'inspiration, ça s'invente pas, il faut être bien dans sa vie, bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans tout, sinon tu peux pas créer. Ouais. Et du coup, c'est un espèce d'engrenage et d'un rythme de vie à avoir qui doit être absolument précis et millimétré, parce que dès que t'es malade, tu t'arrêtes, quoi, tu fais plus rien. Donc ouais, et le rapport à la fuite, moi je pense que les moments où ça m'a fait fuir, c'est les moments où justement j'allais tellement mal psychologiquement que c'était impossible de créer quelque chose de bien et qui me plaisait, et aussi parce qu'aujourd'hui j'ai des clients. Et que quand on fait les choses pas pour soi mais pour les clients, et forcément on se fuit un peu nous-mêmes pour correspondre à quelqu'un d'autre. Ah bien sûr, ouais, c'est vrai. Et des fois ça peut faire aussi un trop plein, parce que forcément tu crées du coup toute la journée, et même si c'est une passion, il y a un moment donné où en fait ta passion elle disparaît. Et moi je m'en suis rendu compte récemment d'ailleurs. Je me suis dit mais en fait est-ce que je suis si passionnée que ça, et je me suis carrément remis en cause ma passion parce que j'en pouvais plus, quoi, parce que j'étais fatiguée. Et donc à ces moments là je pense que je créais machinalement comme une machine, mais j'étais plus moi, j'étais dans la fuite, quoi, la fuite de ma vie, la fuite de moi. Et il y a aussi ça, il y a aussi les gens qui sont pas du tout dans le milieu pro, qui auront jamais sûrement pour but d'en faire un truc professionnel, mais qui vont justement créer pour fuir leur vraie vie. Ouais, exactement. Et ça me renvoie à deux trucs. Le premier que je dis, c'est on avait rencontré une fille dans un café quand on était toutes les deux, qui justement avait qui faisait beaucoup d'activités manuelles, crochet, tricot et tout, et justement elle expliquait qu'elle n'avait rien à voir avec ça d'un point de vue pro, et qu'elle voulait juste se détendre et que c'était son side truc. Donc ça, c'est sûr que t'as pas la même pression que nous. Et ce que je voulais dire, c'est que nous on a des métiers créatifs, mais on n'est pas des artistes à notre compte, dans le sens où on n'a pas juste pour vocation de répondre à nos besoins à nous. Enfin, si, dans ton personal branding, quand tu fais comme sur tes réseaux sociaux, tu fais ce que tu veux comme tu veux. Mais d'un point de vue rémunération, comme on est toutes les deux en freelance, parce que je sais pas si vous nous écoutez depuis longtemps ou pas, mais voilà, on est toutes les deux dans des industries créatives en freelance, et c'est vrai que du coup on travaille pour nous, mais pas vraiment pour nous en fait, parce qu'on répond à des demandes, on répond à des cahiers des charges, parfois on n'est pas en adéquation avec les attentes de nos clients, mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on accepte pas, dans la mesure où on est quand même dans des systèmes assez précaires. L'industrie créative est précaire, que ce soit pour les artistes, les intermittents du spectacle, mais aussi les industries créatives dans lesquelles on fait partie. Ouais, c'est une niche. Et ouais, c'est quand même une niche, on est nombreux et c'est très très mal rémunéré en fait. Et au final, la réelle question, c'est est-ce que le loisir, c'est pas de travailler pour soi vraiment comme les artistes, parce qu'en soi on travaille pour nous, mais c'est pas vraiment vrai, parce qu'on n'a pas de patron, mais on en a plein des patrons au final. Ouais, et c'est cette question que Lisa, que je sais plus si on en parle avec toi, mais Lisa Powers, elle a un podcast Takes the Power. Elle a fait un de ses derniers podcasts là-dessus, parce qu'elle était très orientée, je crois que c'est son dernier qui est sorti, que j'ai écouté hier, et elle était très orientée chiffre d'affaires. Elle s'était lancée un défi, les 100K de chiffre d'affaires et les 100K d'abonnés sur les réseaux, etc. Et au final, elle en revient pas mal en se disant, au final, ce qu'elle veut, c'est peut-être faire moins de chiffres d'un point de vue CA, etc. Et au final, de plus travailler pour elle en fait, et pas dépendre de ses clients, parce que là, ce qu'elle faisait, c'était énormément de dépendre de ses clients. Marques, et à la fois c'est trop bien,
Ouais, et en même temps, t'es libre de créer, et ça veut dire que les gens ils aiment ce que tu fais. Oui. En même temps, c'est plein de contraintes. En même temps, vu les briefs, les contraintes, les cahiers des charges et tout, c'est pas une réelle liberté. Oui, exactement. Et travailler dans la pression, ça aussi c'est difficile. Quand tu travailles dans une deadline et tout le temps plus serré et que les marques sont tout le temps plus exigeantes pour te proposer toujours moins d'argent, bah en fait ça crée une pression et ça tue la créativité aussi. Et donc là on se comprend plus, on se fuit. Ouais, exactement, j'allais dire, pour revenir à la question, parce que c'est quand même ça qui nous fait divaguer et tout sur cette question, mais ouais, au final on finit par, par fuir et de s'enfuir dans le travail, et parfois on se reconnaît plus dans les missions qu'on fait, alors que toutes les deux on a fui le salariat, à différents degrés, toi et moi, mais on fait ce qu'on veut, mais à la fin on fait pas toujours ce qu'on veut au final. Non, jamais. Après tant qu'on vit en société, de toute façon on sera toujours contrainte à des règles. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que la liberté qu'on s'imagine être en freelance, c'est pas une liberté telle qu'un artiste, comme on se dit, comme on se représente l'artiste, je sais pas, le peintre qui a vraiment son cahier des charges à lui et qui fait ça, et les gens achètent ou pas ses œuvres dans la mesure où elles leur plaisent ou non, et en fait juste lui il a sa liberté full artistique, et enfin voilà, c'est quelque chose auquel j'aimerais bien arriver à 2026, mais je pense que c'est pas quelque chose qui est vraiment atteignable en 2026. À la fois c'est un but, j'ai l'impression que c'est aussi un but sur le long terme, parce que en fait on est dans un univers créatif, mais on n'a pas le statut d'artiste en tant que tel. Et puis il y a aussi le fait que moi par exemple je crée, mais j'ai pas envie de créer une seule chose. J'ai envie de créer à la fois du manuel, j'ai envie de créer à la fois des films, j'ai envie de créer à la fois mais de fou. dans le dessin. Mais toutes les deux très touche à tout. En fait, c'est ce qui nous regroupe. Et c'est frustrant de devoir se concentrer à une seule chose, donc, ce qui fait qu'on a plein de projets dans plein de domaines. Enfin moi en tout cas, j'ai créé genre 5 Instagram, et les 5 Instagram, je dois les alimenter. Il y a le compte du podcast, il y a le compte pour moi, il y a mon compte artistique pour les carnets que je vends, et il y a le compte pour mon entreprise d'audiovisuel. Et donc tout ça, c'est de la gestion, c'est de la créativité, c'est des univers différents mais qui se ressemblent parce que c'est moi qui les tiens, heureusement. Mais du coup, à chaque fois, c'est encore une pression de plus, parce que du coup, c'est même une si tu crées pour l'un, tu peux plus créer pour l'autre, et il y a plus le temps, et du coup, là aussi, ça fait que on se fuit un peu, dans le sens où on a trop d'idées en fait, il y a trop de choses. C'est ça, et puis parfois en fait, je pense que c'est le cas pour toutes les deux, mais pour peut-être plein d'autres auditeurs et auditrices créatifs qui nous écoutent, en fait quand tu t'intéresses à l'art, à la créativité, tu t'intéresses pas qu'à un truc, quoi, tu vois. Et du coup je pense que c'est vraiment un truc auquel on tend vraiment en 2026 à être beaucoup plus suffisante, self-suffisante, enfin je sais pas comment dire en français, mais vraiment d'être beaucoup plus autonome dans notre art, dans notre créativité, et en même temps à la fois on est des baby freelance qui se lancent depuis pas très longtemps, donc en fait c'est un peu ambivalent, mais je pense que c'est un truc auquel on va tendre en fait dans les années à venir, et voilà, et c'est dur parce qu'à la fois c'est ce statut de l'artiste en fait, qui est un statut où t'es libre de tous tes choix, et les gens juste t'aiment ou t'aiment pas, et acceptent ou acceptent pas ça a été rejoint par une petite invitée, mais acceptent ou acceptent pas en fait ce que tu fais, et aiment ou aiment pas, quoi. C'est ça. C'est un goal en fait. De juste avoir le choix. C'est ça, mais moi c'est mon objectif aussi, c'est vrai. Mais le truc c'est que j'ai pas envie de me contraindre à une seule type de créativité, et j'ai mis du temps à me sentir artiste. Oui. Avant, je me voyais pas artiste. Ah ouais. Oui. C'est que depuis qu'on fait ce podcast d'ailleurs que je me sens artiste. Parce que j'ai pris conscience de ce que ça voulait dire être un artiste finalement. Et c'est vrai que, pour revenir à la question, à la fois ça m'a permis de me comprendre, mais de fond en comble. Je suis plus du tout la même personne aujourd'hui d'ailleurs, ça m'a même changé. En mieux évidemment, mais aussi il y a des moments où ça me permet de fuir positivement, et ça m'oblige à fuir forcément pour m'adapter à quelqu'un, quoi. Donc forcément, et puis même à la concurrence, parce qu'il y a aussi cet aspect là, moi en tout cas dans mon côté, il y a même toi, quand tu fais un travail, il y a forcément la concurrence qui est en jeu, et donc du coup forcément tu vas voir ce qui se fait ailleurs, ce qui fonctionne ailleurs, et tu vas te contraindre à faire la même chose. La comparaison, elle est dure, quoi, parfois. Tellement. Dans la comparaison on peut se fuir là. Exactement. Là c'est même une grosse source de fuite, la comparaison. À la fois on fuit, et à la fois on fuit pas, parce qu'on est ultra présent, dans le sens où là d'un seul coup on sait ce qu'on vaut pas, on pense savoir, et au final c'est ça. Au final on se remet tout le temps en question, mais les réseaux sociaux c'est le pire pour ça, parce que nous on crée essentiellement via les réseaux sociaux, moi l'audiovisuel de toute façon il n'y a pas le choix, sauf si demain Netflix il m'appelle, mais je ne suis pas sûre.
Mais sinon, bah ouais, c'est surtout via les réseaux sociaux, et donc du coup, on est tout le temps obligé d'être en veille constamment. Ah bah ça, c'est sûr que t'es... Sur les réseaux, et donc tu te tapes des comparaisons, en fait. Des gens qui font notre taf, au final, on les suit parce que bah on veut voir ce qu'ils font, ça nous intéresse, c'est de la veille. Exactement, en fait, c'est de la curiosité, mais bien placée, je vais dire. Et au final, parfois, on en revient, mais comme tout le monde. Même quand t'écoutes les plus grands qui parlent, il y a de la comparaison. Même les plus gros youtubeurs, enfin, il y a toujours de la comparaison. Même quand t'es arrivé... C'est ça. Mais c'est vrai que c'est dur à gérer, ça. C'est dur, cette partie-là du travail, il est dur à prendre en compte et à même à comprendre que il faut arrêter, tu vois. C'est limite une addiction, en fait. Ah mais grave. Et ce que tu disais aussi par rapport au fait de toucher à tout, en fait, d'être multipotentiel, multi-intérêt, tout ce que tu veux. Bah oui. C'est super dur de se remettre dans une case. Tu parlais de tes comptes Insta, etc. Comme quoi t'as été sur 5 projets en même temps, etc. C'est un peu schizophrénique parce que à la fois c'est toi le dénominateur commun, et du coup bah forcément tu renvoies ton énergie, tout ça à chacun de ces projets, mais en même temps bah, c'est plein de facettes de toi. Parfois moi j'ai du mal à me catégoriser. Alors l'URSSAF, ils sont très bons pour ça. Quand tu crées ton entreprise, il faut se mettre dans une catégorie, sauf que quand tu fais plusieurs trucs, bah du coup bah, j'ai plusieurs sous-catégories, et encore c'est même pas représentatif de, je pense, tout ce que tu veux faire, tout ce que je veux faire, tout ça. En fait il y a trop de trucs, et il faudrait qu'on ait vraiment genre littéralement 10 catégories si on voulait voilà, toi tu crées des carnets, mais en fait tu peux pas te définir par un truc. Et je pense que ça serait trop ennuyant de faire tout le temps la même chose aussi. Ouais, ah oui, c'est pour ça que être créatif, c'est aussi une contrainte, dans le sens où t'as envie toujours de faire des choses différentes. C'est l'objectif d'un créatif et d'un artiste, finalement. S'ennuyer, c'est pas possible. On est les contraires de l'ennui. Donc on crée pour ne pas s'ennuyer, et quand on crée, bah, on peut pas créer tous les jours la même chose. Ce serait contre-productif de fou. Et puis même, au bout d'un moment, la créativité, elle est plus là si c'est toujours la même chose. Il y a plus de créativité, finalement. Non, bah non. Donc voilà, un peintre ne fait pas tous les jours le même tableau, même si certains... oui, mais après il y a des séries, il y a des trucs où il y a des trucs analogues. Mais c'est toujours dans une histoire, dans un univers, en fait. On est exactement là-dedans aussi, dans cette histoire de l'univers, dans ce qu'on appelle nous notre DA, enfin voilà, c'est exactement le même process, mais c'est vrai que quand on y réfléchit bien, on n'est pas des artistes dans le sens où, et seulement dans le sens où, bah on vit pas juste pour nous et nous faire kiffer. Si, sur notre partie personal branding, ce qu'on met sur nos réseaux, ce qu'on met sur notre book, notre portfolio, ça c'est nous, c'est foncièrement nous. C'est notre direction artistique à nous. Mais c'est aussi mettre en avant des projets qui sont pas les nôtres. Exactement. Donc, ça dénote. Ouais. Donc, qui sont pas les nôtres, et qui parfois qu'on accepte pour vivre, en fait. Ouais, c'est ça, pour pouvoir payer son loyer et manger, quoi. En restant un truc créatif. C'est ça. Et cette partie-là, c'est ça qui pourrait nous faire fuir, justement. Ouais. Mais dans la globalité, quand même, c'est ce qui me permet de me comprendre. Ouais, non, je comprends. Bah, moi, en fait, j'apprends aussi beaucoup dans en fait, ça, c'est ce que je veux pas faire. J'ai beaucoup appris comme ça, que ça soit dans mon poste, dans le salariat, ou alors dans tout ce que je fais pour mon entreprise, pour moi-même, pour mon business, etc. Qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire, et vraiment qu'est-ce que je veux pas faire, il est plus important que ce que je veux faire, en fait. Parce que c'est vraiment, pour moi c'est tellement important de savoir où mettre tes limites, en fait, dans un travail, et en fait ça va découler de ce que t'acceptes au final. Ce que t'acceptes va en découler plutôt. Ouais, vraiment, je suis d'accord, hein. Moi c'est pareil, hein. Il y a des choses que j'ai acceptées et que j'ai regretté d'avoir acceptées. Exactement. Parce que il y a ma valeur, notre valeur, elle est remise en question constamment aussi, hein. Mais ça, il y a des gens qui vont vouloir négocier sur les tarifs, sur notre travail, sur nos fonctions, enfin nos façons de fonctionner, sur des centaines de milliers de choses. Et notre légitimité aussi. Mais of course. Ça c'est hyper important, parce que tu peux pas te vendre si tu te sens pas légitime, mais en même temps si tu te sens légitime. Exactement. Et bah là forcément tu peux pas accepter tout le monde. Et il y a aussi la légitimité de la société. On fait partie des métiers qui sont quand même les premiers à sauter dans une boîte quand il y a une restriction budgétaire. C'est vraiment les fonctions support plus comme la communication, alors que sans nous ils vendraient pas. Exactement. Mais ouais, du coup, on est vraiment les premiers on est précaires aussi aux yeux de la société et tout ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est dur de nous avoir notre légitimité là-dedans. Et surtout qu'en plus, on est jeunes, même si, bon, on commence à avoir de l'expérience, mais on est assez jeunes. On est souvent, surtout dans ce milieu, voilà quoi, on a du mal à parfois. Ouais, on est des bébés quoi. On est des bébés, on commence, on apprend, et en même temps, à la fois, on apprend plein de choses dans nos tafs, on apprend plein de choses sur nous. Oui. Grâce à ça. Et moi, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Hein. Après, par contre, c'est vrai que j'ai tendance à me dire, pourquoi pas reprendre un petit boulot, tu vois, en plus, juste alimentaire, juste histoire de libérer justement mon esprit
et faire un truc un peu machinal où j'ai pas besoin de créer pour justement être encore plus créative, jauger mon temps et être encore plus créative après et surtout aussi maximiser mon salaire à la fin du mois parce que c'est vrai que quand on débute dans ce milieu, qu'on connaît personne, qu'on n'a pas de réseau, le réseau c'est clé, qu'on part de zéro, forcément c'est difficile de se frayer un chemin. Et même si on commence à avoir des clients, c'est toujours les montagnes russes quoi. Donc et moi, tu sais, tu disais que c'était un milieu qui était très précaire, mais dans l'influence, non. C'est juste qu'il faut avoir les bons contacts, encore une fois. Parce que dans l'influence, par exemple, j'ai vu hier un TikTok d'une fille qui disait qu'elle se faisait... Elle a 300 000 abonnés sur TikTok et à peu près pareil sur Insta, donc c'est pas non plus énorme. C'est une fille dans sa voiture? Non, c'est... peut-être que tu la connais, je sais plus comment elle s'appelle, Chloé. J'ai vu un TikTok hier. Je crois qu'elle s'appelle Chloé, mais je suis pas sûre. C'est une fille qui a été connue grâce à une vidéo de base, je crois qu'elle avait fait quand elle était en précarité étudiante. Maëlle Joux. Voilà, Maëlle Joux. C'est pas Chloé, c'est Maëlle. Et Maëlle Joux, hier, elle a fait un TikTok ou avant-hier, comme quoi elle gagnait tous les mois tout ce qu'elle gagnait par mois avec ses collabs. Et c'était du 30 000 € par mois. Donc c'est précaire. Mais à la fois, je vais nuancer ton propos avec des chiffres qui sont qu'il y a 83% des influenceurs qui ne gagnent pas le SMIC. Et quand je dis influenceurs, ça comprend les micros, tout le monde. Ouais, c'est ça. Parce que le reste détient la plus grosse partie. Il y a un budget, mais quand t'es connu. Et en fait, ce seuil d'influence, c'est même avec 100K ou quoi, il y en a plein qui gagnent pas le SMIC. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut, c'est choisir la bonne niche. Et elle, la niche qu'elle a, c'est ma niche. Donc tu vois, je me dis, j'ai la même niche qu'elle, je fais du montage hyper créatif comme elle, je fais des sujets de développement personnel avec de la vente de tout, pas me cantonner uniquement à la mode ou à la skincare. Mais en même temps, elle en parle, tu vois. Et moi, je trouve que sa niche, c'est la mienne. Ok. On a une niche en commun, tu vois. Et pourtant, avec cette niche, elle réussit à faire 30 000 € par mois. Donc, je me dis, il y a toujours possibilité. Bon, il y a des mois à zéro, mais il y a quand même des mois où 30 000. Enfin, 30 000, c'est énorme. 30 000, je garde un an, moi. Moi, je peux vivre un an avec 30 000 €. Donc ouais, c'est des mois énormes. Après, c'est sûr, c'est du boulot pour en arriver là. Puis elle s'est fait connaître grâce à Léna Situation. Enfin, moi, j'ai jamais connu grâce à sa première vidéo. Mais Léna Situation, moi, je l'avais vu qu'elle avait pas mal repartagé son contenu. Et donc, du coup, elle a réussi à avoir un réseau par elle-même. Elle est partie de rien, sans argent. Et en fait, elle sait juste ce qu'elle veut. Et je pense que si vraiment on le veut, on peut y arriver. Mais c'est vrai que, est-ce qu'on se perd pas à vouloir de l'argent dans cette créativité ou à vouloir être connu pour avoir de l'argent? Parce que pour que ça arrive et que les deux matchent, tu vois. Non, moi je préfère avoir de la notoriété mais sans forcément que ça paye plutôt que d'avoir beaucoup d'argent et avec la notoriété quoi. Pas moi. Moi la notoriété, enfin tu sais déjà dans mon milieu je suis justement la personne qui est dans l'envers du décor. Toi tu préfères l'argent toi. Je préfère la stabilité, le calme, c'est tout le contraire de mon taf, surtout que je suis agent en plus de ça, donc c'est un métier où t'es payé à la commission. Je pense que j'ai fait le tour, bon je crois que ça s'est coupé un peu en plein milieu parce que nous avons un petit souci de batterie, donc si jamais on a un petit cut pas prévu, on est désolé. Mais on parlait d'un truc intéressant, on parlait de Maëlle Joux juste avant. Et de l'argent. Ah oui, que moi c'est bon, j'étais précaire, enfin on était toutes les deux précaires, mais moi encore plus parce que genre agent ça rémunère à la commission. Oui, c'est vrai. Et qu'en plus moi je m'en fiche de l'argent parce que je suis dans l'envers du décor. Non, tu t'en fiches pas de l'argent, mais de la notoriété. Oui, alors que moi franchement, j'ai vraiment envie d'inspirer et toi les gens. depuis tout le temps t'as envie de... Mais moi en fait je pense que tu peux, enfin dans mes exemples proches, les gens qui m'inspirent le plus sont des gens pas connus. Genre c'est vraiment mes proches, ma maman, mes meilleures copines, vraiment les gens qui me... c'est vrai. Qui m'inspirent par des belles valeurs et tout, c'est pas forcément les gens les plus connus. Oui, il y a plein de gens qui m'inspirent d'un point de vue mode, qui sont pas dans mes proches, ça c'est certain, d'un point de vue design, d'un point de vue tout ça, mais d'un point de vue valeurs, éthique et des trucs qui drive vraiment ma vie autre que la créativité, et en fait pour moi c'est ça qui est le plus important, et la notoriété, si elle vient, mais il y a plein de gens dont je rêve d'avoir le taf qui ne sont pas connus, qui sont connus dans mon milieu, mais enfin, et encore, des dirigeants d'agences, d'influence et tout, que je me dis ah purée incroyable et tout, en fait ils sont pas connus dans la France et tout, mais par contre ils gèrent leur business, ils ont des valeurs qui me plaisent, donc au final moi la notoriété c'est pas un truc qui me hype, si ça arrive ça arrivera, mais je vois aussi très le côté négatif de tu peux plus sortir, enfin c'est sûr que c'est il y a un niveau, mais genre je vois trop le truc en mode franchement moi je suis très
protéger ma paix, ça depuis tout le temps. Et je suis pas non plus une personne qui va courir après l'argent, mais qui va courir après la sécurité. Et c'est vrai que c'est un peu antinomique avec mon travail qui n'est pas très sécuritaire d'un point de vue financier. Mais en même temps, je vais tout faire pour me mettre aussi en sécurité et relativiser par rapport à l'argent et au contrat et tout. Mais je vais aussi faire en sorte d'en avoir. Mais surtout. Mais ouais, c'est vrai que c'est plus l'argent, le nerf de la guerre pour moi, que la notoriété. Mais ça, c'est nos points de vue différents. Oui, parce que moi, mon rêve ultime, c'est la création de contenu. Que je puisse vraiment vivre du contenu, bah, c'est grâce à une notoriété. Sans, je pourrais pas. Et en fait, le fait de pouvoir réussir un jour à faire de la création de contenu, je pourrais retrouver tout ce qui me manque aujourd'hui. C'est-à-dire que je retrouverai de l'argent déjà, tout court. Je pourrais travailler avec des marques que j'admire. Je recevrai des produits. J'ai un poil de ça dans la bouche. Je recevrai des produits que j'adore, que je reçois déjà aujourd'hui, mais cette fois-ci, collaboration payée ou pas d'ailleurs, mais juste des très beaux produits. Et ensuite, je pourrais créer mes carnets et les vendre sans vraiment devoir faire un max de contenu. Sans un max de com comme tu dois faire. C'est ça. Et en plus de ça, je pourrais faire tous mes projets vidéo que je veux, parce que ce sera juste moi et moi seule qui serai derrière, comme je le fais aujourd'hui, mais pas pour des clients, pour moi. Donc du coup, il y aurait juste moi, une équipe si j'ai besoin d'une équipe, et mes idées, point. Et ça vraiment c'est mon goal ultime quoi, c'est pour ça que YouTube je veux vraiment m'y remettre, que je veux vraiment continuer à trouver du temps pour ça, et c'est pour ça que le freelance c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours, parce que ça me permet d'avoir le temps de faire ce qu'il faut quand je le fasse. Si je veux partir en vacances et travailler à l'autre bout du monde, c'est sûr qu'il y a des avantages de ouf à être en freelance, mais ça on y goûte tous les jours. Mais comme les inconvénients. Ouais, c'est ça. Je peux aller voir ma famille demain si j'ai envie d'aller les voir. Là, mon papa, il est pas bien aujourd'hui, bah hop, je vais le voir et c'est tout quoi. Ouais, le freelance pour ça, c'est sûr, c'est une liberté de fou. Bah, là, j'ai ma meilleure amie qui écoute le podcast, donc j'espère que tu entendras ce petit message, mais elle est à Bali et elle travaille en free depuis Bali, comme beaucoup de gens, et elle va pouvoir bouger dans toute l'Asie et tout, et en fait, c'est trop bien. C'est mon goal, hein. Moi, je veux trop aller à Bali et. Ah mais c'est le goal de tout le monde je crois. Mes activités, de fou. Et j'aime pas trop voyager trop... Enfin moi j'ai besoin de voyager une longue période, mais en restant bien posée quand même. Mais c'est du coup ce qu'elle peut faire là grâce à ça, tu vois. Parce qu'elle part plusieurs mois, donc forcément elle va pouvoir se poser dans tous les endroits et travailler. En fait t'as limite une routine de vie à l'étranger. C'est trop bien, c'est pas un voyage genre. Tout en regardant t'as quand même ta petite maison, ton confort en France, mais tu reviens quand t'as envie. C'est trop bien. Ça, c'est validé et c'est nos goals de 2026 dans le fond. Sinon, je ferais pas une petite session TT en free à l'autre bout du monde. Ah, ce serait génial. J'ai plein de copines qui le font, que je pourrais aller rejoindre comme ça. Mais de fou. Genre là, je pense à Inde, je suis pas sûre qu'elle regarde ce podcast, mais si tu regardes, j'ai hâte de te rejoindre au Japon, en Corée, ou... Non, pas la Corée, t'as pas trop aimé. À Bali, ou peu importe, à Dubaï, voilà. Genre vraiment mon goal, quoi. Mon goal. Mais on verra, advienne que pourra. Bon, mais je pense que déjà la question est répondue. Ouais, je pense que. Donc, si on doit résumer pour la conclusion, attendez, je vais relire la question exacte. C'était est-ce qu'on se comprend mieux grâce à la créativité ou est-ce qu'on se perd Est-ce qu'on crée pour se comprendre ou pour se fuir? C'est ça. Et bah, moi je dirais pour les deux finalement. Enfin, en fait, c'est pas l'objectif de se fuir quand on crée. Mais mais ça peut en découler. On peut fuir dans notre quotidien. Et c'est pas non plus l'objectif forcément de se comprendre. C'est assez neutre, mais les deux peuvent advenir en fait. Ouais, mais les deux, c'est ça. Et il faut savoir juste avoir un bon rythme de vie. Et nous, ça nous a grave permis de nous comprendre. Enfin, à titre perso, plus savoir ce que je veux plus. Et du coup, savoir ce que je veux. Ouais, bah moi aussi, hein. Moi je sais que ce que je veux ultimement, c'est créer du contenu, quoi. J'ai essayé 1 an, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, je dois faire du freelance, mais ça me va. Et je suis contente d'ailleurs. Ouais. Je suis contente d'avoir plusieurs possibilités, d'avoir eu la chance de tester, mais voilà. Mais c'est trop bien. Aujourd'hui, on se comprend et on se fuit, mais dans la joie et la bonne humeur finalement. Ouais. Bon bah sur ce, on se dit à la semaine prochaine, parce que les podcasts c'est tous les mercredis. Et oui. Donc à mercredi prochain, hein, et on espère être en forme. Bah on espère que aussi la météo sera plus au rendez-vous, hein, parce que là dans le sud on vit des ouragans qu'on n'a jamais vécu là. Never seen before. Bon bah voilà. Enfin voilà, bonne année et puis on se retrouve. Bisous.